Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, le débat Mosaïque est porté sur quel rôle des projets communs dans la gestion des conflits dans la région des Grands Lacs. Les pays des Grands Lacs ont signé en 1976 un accord commun qui s'appelle depuis la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Celle-ci avait pour objectif l'intégration économique et régionale entre ces trois pays membres, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, la sécurité régionale et le financement des institutions communes dans les domaines de finances, de la recherche et de l'énergie. Dans ce cadre de collaboration économique et politique entre ces trois pays membres de la région des Grands Lacs, plusieurs sous-accords ont vu le jour. Il s'agit de la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, Sinelac en sigle. Cet organe spécialisé a pour mission l'exploitation de la centrale hydroélectrique Ruzizi 2 et la commercialisation de l'énergie électrique produite aux trois pays membres de la CPGL à travers leur Société nationale d'électricité Regideso au Burundi, CNL en République démocratique du Congo et EUCL au Rwanda. Alors actuellement, quels sont les projets communs dans la CPGL et leur utilité pour les peuples respectifs? Comment les citoyens apprécient-ils cette collaboration à travers les projets communs? Quels sont les projets en cours qui souffrent du manque de collaboration entre les pays partenaires? Où est le blocage? Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat Mosaïque. Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Il y a Rémi Havzalimana, vous êtes le coordinateur de la Maison Lueur d'Espoir. Rémi, bonjour. Bonjour madame, bonjour à ceux qui sont avec moi autour de la table et ceux qui nous suivent. Bienvenue à l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Il y a également le professeur Alexis Banouza, le professeur de l'Université du Burundi qui fait également des recherches sur la paix et la réconciliation dans la région des Grands Lacs. Alexis, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ceux qui nous écoutent et ceux avec lesquels nous sommes. Encore une fois, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et enfin, il y a Alexis Nimubona, le porte-parole de l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom en sigle. Alexis, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Je remercie également ceux avec qui nous allons donc partager cette émission. Merci. Encore une fois, bienvenue. Merci encore. Pour ouvrir le débat Mosaïque, la première question s'adresse à Rémi Havzalimana, coordinateur de la Maison Lueur d'Espoir, et M. Rémi. Y aurait-il des projets en commun dans la région des Grands Lacs? Oui, merci de la question. Il y a des projets en commun, comme vous le dites. Les uns sont tellement peut-être vieux que l'on ne s'en souvient pas, ou alors les impacts ne sont pas assez remarquables pour des raisons diversifiées. Mais comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a par exemple le secteur très prioritaire qui est l'électricité. Nous savons que au niveau de la région, je vais dire le Rwanda, le Burundi et la RDC partagent une même source, tout au moins. Je parle de l'Est de la RDC, partagent une même source d'énergie, c'est-à-dire les deux Ruzizi qui nous alimentent en électricité. Mais ce n'est pas que ça. Nous savons aussi que aujourd'hui, par exemple, il y a une transnationale qui relie nos trois pays plus la Tanzanie. C'est vrai qu'elle n'est pas encore achevée, et d'ailleurs beaucoup plus du côté du Burundi et de la RDC, mais c'est quand même un projet assez important parce qu'avec ça, nous serions sûrs qu'au niveau du problème de transport des biens, ça serait d'une importance capitale. Vous venez de citer le projet de Ruzizi 2, et ce projet a quel
je dirais, à quelle utilité pour les citoyens des pays respectifs? Bon, vous savez que le développement, c'est d'abord l'électricité, parce qu'avec l'électricité, on est à mesure disons, de subvenir à plusieurs besoins, notamment, vous savez que nos pays, principalement, comptent sur l'emploi de l'État. Parce que le secteur privé n'étant pas assez développé pour qu'il y ait création de l'emploi dans d'autres secteurs. Le reste de ceux qui n'ont pas le privilège d'être employés par l'État se retrouvent dans le secteur privé. Et entre autres activités qui sont connexes ou qui dépendent de l'électricité, c'est ce que nous voyons qui d'ailleurs prennent de l'ampleur, les salons de coiffure. Ce sont les ateliers de soudure ou de menuiserie, c'est tout ce qui va avec les moulins qui aident les gens à produire de la farine et tout ce qui intervient dans l'élevage, notamment ceux qui ont les petites machines qui broient les aliments pour les bêtes. Bref, c'est quand même un secteur assez important. Et là, je parle seulement de l'énergie, mais je n'ai pas souligné le fait que l'électricité participe très, très grandement dans la sécurisation parce que la nuit, lorsqu'il y a la lumière, il y a effectivement la sécurité qui est renforcée. Je reviens vers vous, Monsieur Alexis Nimobona. Vous êtes le porte-parole de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Seriez-vous au courant des projets communs dans la région des Grands Lacs? Merci encore une fois. Il y a des projets donc, qui relient les trois pays, donc les trois pays de la région constituant la région des Grands Lacs. Je pense qu'on peut dire au moins 3. Des fois, il y a des projets qui relient les 3 pays. Il y a aussi donc des projets qui relient 2 ou 3 membres de cette région. Par exemple, je peux dire donc il y a une route qui c'est un projet financé par la BAD, Banque africaine de développement, qui est un projet qui relie le Rwanda et le Burundi. Ce projet, c'est un projet qui est très bénéfique pour la population, les populations des 2 pays. Comment? Par exemple, ce projet, c'est un projet qui concerne la construction d'une route Nyamitanga, Ntendezi et Mitwazo, donc qui a été donc réalisé entre 2009 et 2018 à la hauteur de 159,9 millions de dollars, c'est-à-dire 77,5 millions de dollars pour le Burundi et 79,4 millions pour le Rwanda. Vous voyez donc que cette somme est grande. Donc ça va avantager les populations de ces 2 pays. Premièrement, ce que donc ce projet va donner de l'emploi aux populations des 2 pays. Par exemple, un autre avantage, ça va désenclaver les provinces de ces 2 pays. Il y a aussi, par exemple, pour la création de l'emploi, on dit que ce projet va donner 13 671 emplois, dont le Burundi va bénéficier 4,101 emplois attribués aux femmes. Vous voyez que donc, pour les 2 pays, le nombre de femmes est trop élevé par rapport aux hommes. Et vous savez aussi que le rôle que joue la femme dans la famille quand ses revenus accroissent. Et puis aussi, il y aura aussi augmentation des revenus au niveau des familles. Ça va aussi, au niveau général aussi, ça va augmenter des revenus. Par exemple, il y a le secteur commercial va se développer parce que donc ceux qui vont faire ces activités, ils auront besoin de manger, par exemple. Et aussi les matériaux dont les constructeurs ont besoin
c'est-à-dire qu'ils seront achetés dans les deux pays. D'où donc il y a un grand avantage pour ce projet. Un autre projet qu'on peut dire, c'est, merci mon frère de l'UR d'Espoir n'a pas bien précisé, mais il en a dit en d'autres termes, c'est la construction du chemin de fer qui va relier le Congo, la Tanzanie et le Burundi. Pour le moment, il y a une somme d'argent qui est déjà débloquée par la BAD à une hauteur de, à une somme de 696,41 millions de dollars pour construire donc 50 km donc de ce chemin de fer. C'est-à-dire donc un chemin de fer, c'est dans le cadre de développer le corridor central. Les populations de ces pays, de cette région, vont bénéficier de l'emploi et les revenus vont augmenter. Et va aussi au niveau de l'accroissement du trésor public, et aussi ça va accroître parce que les revenus au niveau des populations ont augmenté. Okay. Maintenant, je passe la parole au professeur et enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, Alexis Banouza. Vous faites des recherches sur la paix et la réconciliation dans la région des Grands Lacs. Oui. Et actuellement, seriez-vous au courant des projets qui sont en commun? Oui, ça je suis au courant, au moins pour l'électricité, ça c'est connu. L'électricité que nous avons vient du Congo. C'est un projet qui est très intéressant, qui est très utile. Comme mon grand frère l'a souligné, l'électricité c'est vraiment la base du développement. Et le développement c'est le nouveau terme de la paix, comme le dit un des papes. Si on n'a pas de développement, on va se chamailler toujours, il y aura des conflits. S'il y a quelque chose qui peut aider dans le développement, elle est toujours la bienvenue. Et il paraît même que il y a Rusizi 1 et 2 qui fonctionnent. Il y a le projet de Rusizi 3 qui est aussi en cours. Donc je dirais que c'est ce projet-là que je connais qui fonctionne. Mais c'est la littérature, dans l'histoire, il y avait aussi des projets en rapport avec l'agriculture, comme l'IRAS et la recherche. Vous savez que nous avons été colonisés par la Belgique, nous tous, le Congo, le Burundi et le Rwanda. Donc nous avons des choses en commun. Bon. Si déjà on a l'électricité, il a déjà expliqué, c'est vraiment la base du développement. Sans électricité, on ne peut pas espérer se développer. Et là-dedans aussi, il y a de l'emploi. Parce qu'actuellement, comme je suis chercheur du domaine de la paix et la réconciliation, c'est un sujet qui n'est pas vraiment ancien, qui est très récent, à travers même un projet qui est commun des 3 pays de la région des Grands Lacs, qui a comme objectif général de contribuer à consolider la paix et la réconciliation. L'un des grands problèmes que nous avons actuellement, où chacun devait s'investir pour vraiment lutter contre, c'est le chômage. Il y a beaucoup de jeunes que nous formons, qui ont des diplômes, ils ne trouvent pas de l'emploi facilement. Et là, avec les projets communs, ça aiderait à créer de l'emploi et même aussi à pouvoir pallier aux différents problèmes que les gens ou la population de la région souffrent. Donc même, on peut parler même au niveau éducation, au niveau santé, au niveau agriculture, ainsi de suite. Mais surtout, là on entend, si on dit projet commun, c'est que ce sont des projets de grande envergure que chaque pays ne peut pas exécuter. Comme le disent les Belges, l'union fait la force. Et les Burundais disent Kibiri kirandura ikibira. Donc s'il y a un problème qui est au-delà de chaque pays, en mettant en commun les forces, parce que chaque pays a ses spécificités, là on peut parvenir à lutter contre, à résoudre le problème qu'il y a. Donc là-dedans, les populations de ces 3 pays en trouvent bénéfice.
comme vous faites des recherches sur la paix et la réconciliation dans la région des Grands Lacs et que nous avons déjà des projets qui sont déjà terminés, et comme Elozézi 1 et 2, comment les habitants ou la population, les peuples de ces 3 pays membres de la CPG apprécient ces projets communs? Là, on n'a pas vraiment encore fait des recherches en la matière, mais on le voit et on le sent. Ils accueillent bien ces projets, mais plutôt ils ont besoin qu'il y ait d'autres pour pallier aux grands problèmes qu'ils rencontrent. Parce que ce que nous avons déjà fait, récemment, on a fait la présentation d'un rapport provisoire d'un premier projet de recherche dans ce sens. C'était juste l'état des lieux, voir qu'est-ce qui a déjà été fait. Mais aussi, il y a des rencontres, des ateliers. On s'est rencontrés avec Rémi où on discutait aussi sur les grands défis, les causes, ce qui empêche réellement d'avoir la paix dans notre région. Et parmi cela, il y a la pauvreté. Et la pauvreté, dès qu'on a déjà identifié les défis primordiaux, il faut aussi penser aux solutions. Pas s'arrêter juste au niveau de l'identification seulement. Donc là, on a vraiment besoin de grands projets qui pourraient contribuer. Et surtout lorsqu'il y a des projets où on partage, là, la population, où les gens profitent aussi de la cohésion sociale. Donc là, les Congolais, les Rwandais, les Burundais ont l'occasion de rencontrer les homologues pour voir les bienfaits aussi. Parce que lorsqu'on est à distance, il y a des fois où on entend seulement ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon. Lorsqu'on a le temps de collaborer, d'échanger comme nous sommes ici, ça devient convivial et ça pourrait contribuer. Donc, je peux dire que la population, comme ils en bénéficient, surtout avec le projet d'électricité, on voit souvent lorsqu'il y a coupure d'électricité, ça fait mal. Même maintenant que nous sommes ici, si le courant est coupé, probablement notre mission va s'arrêter un peu pour essayer de remédier, chercher les groupes. Et là, peut-être, ils peuvent aussi penser, comme il y a des parties qui n'ont pas accès à l'électricité, ils peuvent dire, si on pouvait augmenter encore. Ça, voilà. Et comme vous venez d'évoquer les projets qui sont en cours de réalisation, dont vous disiez 3 et 4 3. Ouais. Est-ce que ce projet continue ou il a été arrêté? Je n'ai pas vraiment de nouvelles, mais j'espère que ça continue. Seulement, ça traîne parce qu'il y a un moment qu'on en parlait. Pour compléter, il y a un projet d'interconnexion. Pour le moment aussi, c'est un projet d'interconnexion électrique entre le Rwanda et le Burundi, financé par la BAD et l'Union européenne, récemment lancé vers le mois de décembre 2023, donc à hauteur de 24,4 millions d'euros. Ça sera plus avantageux pour le peuple, pour la population burundaise et aussi pour la population rwandaise, parce que selon les valeurs, donc les avantages de ces projets que nous avons dit récemment, donc ça sera donc plus avantageux. Alors, comme mon professeur qui vient de le dire, si il y a ce qui dérange dans la cohabitation de ces deux peuples ou 3 peuples, ça serait donc un des avantages pour nos pays. Merci. Alexis, est-ce que ce projet d'interconnexion d'électricité, comme vous le dites, il a déjà démarré? Donc, c'est déjà lancé. C'est-à-dire que donc, les activités sont en cours. C'est lancé au mois de décembre 2023. Au mois de décembre, mais actuellement, on observe des mouvements coussins entre les deux pays. Est-ce que ce projet va continuer? Bon, nous n'avons pas d'informations, mais si on essaie d'observer bien, nous ne pensons pas que... Peut-être au Burundi, parce que c'est Bayedofo, ils donnent des fonds séparément. Donc, ils donnent des fonds séparément. Il y a une somme allouée pour le Burundi et une somme allouée pour le Rwanda. Peut-être que le Burundi, ça peut marcher, mais pour le Rwanda... Mais je pense que pour les deux côtés aussi, ils peuvent donc en bénéficier. Mais si ils ne coopèrent pas,
peut-être que l'un des bénéficiaires de ce projet peut donc dire d'arrêter le processus de ce projet. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations exactes si le projet va continuer ou le projet ne va pas continuer. Mais par exemple, si la tension, ça le dit, ça ne va pas continuer. Par exemple, si on essaie de voir, je n'ai pas une information exacte, mais si cette tension, ça le dit, et ça donne des conflits armés, par exemple, et ces projets ne vont pas continuer. Par exemple, c'est un exemple, et nous prions Dieu que cela ne s'ouvre pas dans nos pays, mais si ça s'ouvre, c'est que nos projets de développement vont s'arrêter. Monsieur Rémi, vous êtes le coordinateur de la Maison Louis d'Espoir. Est-ce qu'il y aurait des projets qui sont en cours mais qui souffrent du manque de collaboration entre les pays partenaires, membres de la région des Grands Lacs? Vous savez, c'est des fois des informations que nous recueillons de par les médias. Aussi, effectivement, on fait des recherches. C'est encore une fois pour souligner que même ce qui est fait, la communication n'est pas vraiment ce qu'il faut. Ce qui fait que si des projets de grande envergure, comme nous sommes en train d'en parler, mais que les bénéficiaires n'en sont pas assez informés, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, on a parlé de ces projets, justement, dans le secteur d'électricité, dans le secteur routier, et nous savons que plusieurs autres font objet disons, de discussions. Et ce n'est pas que des projets initiés par les gouvernements, parce que nous savons que même au niveau de la société civile, par exemple, il y a des échanges, pas peut-être pour des projets en termes d'infrastructures, mais des projets de collaboration pour faire face aux problèmes communs, parce que c'est encore une fois un problème très sérieux. C'est une façon de voir effectivement et une façon de capitaliser les différents acquis qui sont là. Si l'on a ces projets, on sait que ça contribue très, très sensiblement au niveau de la sécurité, par exemple. Je l'ai dit, ce n'est pas que la lumière, mais c'est aussi le fait qu'on ait des projets en commun. Cela fait qu'il y ait des plateformes qui se créent, qui font que les cadres de ces pays se rencontrent régulièrement, échangent sur l'état des lieux de la sécurité, de l'économie, des mouvements de part et d'autre de ces frontières, ce qui fait qu'effectivement, pas mal de tensions diminuent de par ces communications qui sont faites. On a aussi parlé du cas de création d'emplois. Mais ce que je vais dire beaucoup plus, c'est le fait que lorsqu'on a un projet commun, on peut déjà être sûr que c'est déjà un canal ou un mécanisme de résolution des conflits qui peuvent naître parce que la communication est là. Nous savons que plusieurs problèmes, plusieurs conflits naissent parce qu'il n'y a pas de communication qu'il faut. Mais s'il y a déjà un projet et que les cadres doivent se rencontrer, même si ce sujet de sécurité n'était pas parmi les points à l'ordre du jour, mais s'il y a un problème, ils ne peuvent pas ne pas en parler. Donc ça peut être déjà un canal de communication entre les deux équipes de diplomatie et qui vont en profiter pour atténuer la chose. Deuxièmement, c'est aussi l'implication du politique. Ces grands projets, je dirais transnationaux, sont décidés au niveau des décideurs politiques. Et s'ils sont en train de discuter de ce qu'il faut faire de part et d'autre des frontières, ils analysent tous les contours pour aller jusqu'à proposer justement des mécanismes de sécurisation de ces projets, mais aussi de résolution de probables ou éventuelles questions qui n'ont pas encore de réponse. Mais c'est aussi une façon d'aborder la notion de géopolitique qui implique plusieurs autres pays, parce que si la BAD
à financer un projet et qu'entre le Burundi et le Rwanda, il y a mésentente et que les fonds sont en jeu, c'est-à-dire que c'est facile d'avoir une médiation de l'Union africaine parce que finalement, on se dit, si rien n'est fait, c'est une perte non seulement pour les deux pays, mais pour toute l'Afrique. Donc, lorsqu'on a des projets en commun, il y a tellement d'avantages qui vont dans le sens de faire à ce que la communication trouve plusieurs autres canaux que c'est habituel, afin que des questions qui restent en suspens soient mises sur table et que les décideurs de ces deux pays se mettent ensemble. C'est donc, malheureusement, ce qui est, je dirais, qui manque, parce qu'on a très peu de projets en commun, alors qu'effectivement, comme nous partageons les frontières, nous devrions avoir plusieurs projets qui permettraient à ce que, notamment les tensions qui, pour moi, ne doivent pas trouver des réponses au niveau diplomatique, trouvent des réponses au niveau de la base. Si Cibitoke a un marché juste à la frontière de la Russie du côté de la RDC et qu'il y ait eu autorisation de franchir la frontière sans passer par ces formalités des frontières et qu'il y a un marché de l'autre côté du Burundi, c'est-à-dire que ce flux régulier sécurise nos deux pays. Donc, ça ferait qu'il n'y ait pas de problème. Et si cela est fait de la même manière entre le Burundi et le Rwanda, et que la population des frontières, je vais dire Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Ngozi et autres, traverse pour faire s'alimenter, vendre ou acheter au Rwanda, et que la population rwandaise fait les mêmes mouvements sans difficulté, il y aurait moins de tensions parce que chacun trouverait des intérêts de l'autre côté de la frontière. Mais pour le moment, y aurait-il des projets qui ont été laissés inachevés suite aux différends qui se sont présentés entre les pays du Grand Lac? Oui, on a parlé de l'IRAS. C'est un projet super important pour notre pays parce que nous sommes majoritairement agricoles. Et malheureusement, cette agriculture ne connaît pas assez de recherche parce que justement, les centres de recherche qui devraient accompagner avec suffisamment de moyens, outillés en termes de connaissances, mais aussi de technologie, sont arrêtés. C'est des secteurs qui exigent des financements assez costauds. Et si il s'agit des projets communs, c'est-à-dire que c'est facile d'en faire des mobilisations de fonds, c'est facile de financer en même temps 3 pays qu'un seul pays. Et si aujourd'hui on n'exploite pas, disons, les objectifs de l'IRAS, c'est une perte énorme pour les pays. Ça, c'est dans le secteur agricole. Prenons, j'ai entendu, il y a quelques années, on avait un projet de créer un grand marché dans la plaine de la Ruzizi, justement, côté Gatumba et Montant, une façon de créer un marché qui irait dans le sens de permettre à ce que les Congolais aient les possibilités de venir s'approvisionner au Burundi. Parce que nous savons que Bukavu, Uvira, Fizi et les autres zones ici à côté, ils s'approvisionnent au Burundi. Où on en est avec le projet alors? Je ne saurais rien dire parce que j'ai eu écho que ça allait commencer, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Donc, vous comprendrez donc que si aujourd'hui le pays souffre de manque de devises, alors que notre pays voisin n'utilise que ces devises, ce n'est que des stratégies qui devraient être mises en œuvre pour qu'effectivement ces devises rentrent chez nous et d'une façon officielle, facile, mais qui renforcerait aussi la communication entre nos deux pays. Monsieur Alexis, le professeur à l'Université du Burundi, a suggéré la relance et d'autres projets communs dans la région des Grands Lacs. Est-ce que dans le contexte politique actuel, est-il réaliste et faisable de lancer des projets économiques entre ces 3 pays? Je suis de ceux qui pensent que la politique dépend de l'économique. Et si vraiment on prenait cela plutôt comme une solution, peut-être pas à court terme, mais tout au moins à long terme. C'est-à-dire que si des équipes techniques se mettaient sur place maintenant
lorsque les uns ont peur d'éventuelles attaques mutuelles, des tensions qui remontent, mais que parallèlement, il y ait des experts qui réfléchissent sur l'établissement des projets régionaux. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ces réponses viendraient un peu atténuer les tensions? Parce que, est-ce qu'on ne se bat peut-être pas parce qu'on est beaucoup plus pauvre? On n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas de réponse. Si tous ces jeunes qui sont clients aux guerres étaient utilement équipés et occupés, les maîtres de guerre n'auraient pas d'adhérents. C'est déjà une solution. Mais cela se planifie. Alors, si on attend que la guerre se termine pour planifier la paix, c'est trop tard. Donc, c'est maintenant et pas lorsqu'il n'y aura pas de tension. Donc, je crois qu'au moment où les uns planifient la guerre, c'est leur job, ceux qui sont chargés de protéger le pays, les militaires, les policiers, c'est leur devoir de protéger et de planifier tout ce qui va avec la sécurité, mais c'est le devoir aussi de ceux qui doivent planifier dans le secteur économique, dans le secteur des projets. Nous devrions avoir des projets quinquennaux, peut-être même au-delà, qui montrent ce que nous devrions être d'ici 10 ans, 15 ans, et c'est plus facile de créer de l'espoir dans les cœurs des jeunes qu'au moins l'année prochaine il y aura du travail, plutôt que de leur dire que si on ne fait pas attention, nous serons attaqués prochainement et ainsi de suite. Donc, les deux voies, l'une crée la peur dans les cœurs de la population, tandis que l'autre créerait de l'espoir et ainsi éliminerait au fur et à mesure la notion de la guerre. L'émission Mosaïque continue de se focaliser sur le rôle des projets communs dans la gestion des conflits dans la région des Grands Lacs. Nous sommes encore avec 3 invités. Il y a Rémi Havzalimana, le coordinateur de la Maison Libre d'Espoir. Il y a professeur Alexis Vanouza qui fait des recherches sur la paix et la réconciliation dans la région des Grands Lacs. Il y a également Alexis Nimubona, chargé de la communication au sein de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Une question à vous, monsieur Alexis Nimubona. Est-ce que politiquement, si on arrive à mieux gérer des conflits entre les 3 pays, est-ce qu'on peut arriver à mieux gérer les conflits entre les 3 pays si on a des projets économiques, si on dépend économiquement l'un de l'autre? Oui, je crois moi aussi que si nous avons pris de projets communs entre les 3 pays constituant la région des Grands Lacs ou constituant d'autres plateformes, d'autres associations regroupant nos pays, ça pourrait donc éviter ou bien prévenir les conflits éventuels. Comme le coordinateur de la maison de l'UR d'Espoir, il vient de le dire, ce qui pousse les gens à entrer dans les conflits, il y a premièrement la pauvreté. Les gens qu'on utilise pour mener ces conflits sont des gens qui n'ont pas de quoi faire. Et aussi, les gens qui veulent donc entrer dans ces conflits, lorsqu'il y a des projets, il y a un grand nombre de projets en commun, ils vont dire que si nous entrons dans les conflits, nous allons perdre ceci ou cela. Et comme ça aussi, ces intervenants, ceux qui veulent qu'il y ait donc il y a la réconciliation. Ils veulent montrer que si nos pays entrent en conflit, les pays vont perdre ceci et cela. Et comme ça, même ceux qui alimentent ces conflits vont avoir peur de ne pas perdre ceci ou cela. Bon. Excusez-moi du terme que je viens d'utiliser, alimenter, c'est pas bien. Je dirais que les acteurs de ce conflit, ou bien les pays qui vont donc entrer dans ce conflit, vont voir, nos politiciens vont voir que nous allons perdre, que les pays vont perdre si nous avons donc des projets en commun. Si
nos pays entrent en conflit, ça n'avantage aucun pays. Par exemple, au niveau de la lutte contre la corruption, au niveau de la lutte contre les fraudes, les crimes transnationaux, tout ça n'est pas possible s'il n'y a pas de coopération entre les pays limitrophes. D'où je trouve que, comme il vient de le dire mon collègue, il faut que nous qui travaillons dans le domaine du développement, il faut que nous proposons plus de projets communs entre nos pays pour que donc ce qui alimente ces conflits, ce qui cherche donc créer des conflits dans nos régions ne trouvent pas un chemin pour alimenter ces conflits. Et aussi, ces projets vont créer une amitié entre les peuples de ces pays. Et si les peuples de ces pays sont des amis, travaillent en commun, cela ne sera pas facile pour les artisans de ces conflits, de trouver les gens à utiliser dans ces conflits, parce que les peuples de ces pays seront en cohésion. Et comme ça, s'ils sont en cohésion, les partisans de ces conflits ne trouveront pas un chemin. Professeur Alexis Banouza, oui. Vous faites des recherches sur la paix et la réconciliation dans la région des Grands Lacs. Est-ce que la dépendance économique peut faciliter la gestion des conflits entre ces pays, membres de cette région? Oui, là je pense qu'on connaît bien que personne n'est indépendant. On dépend, on s'entraide, rien n'a besoin de l'autre, on peut dire comme ça. Donc, je pense que cette dépendance, parce que ça dépend aussi des richesses, des atouts des uns des autres, et seulement ça dépend aussi de la façon dont on s'y prend. Théoriquement, j'ai déjà dit que la collaboration est nécessaire. Comme on le dit, Einstein est l'un des grands scientifiques que nous connaissons au monde. On est intelligent à plusieurs. Si vous mettez ensemble vos atouts, ce que la nature nous offre, on s'est retrouvés, on est né au Burundi, les autres sont nés au Congo, les autres, mais on a besoin de nous tous collaborer, cohabiter ensemble, vivre et passer. Sinon, les conflits n'arrangent personne. Il n'y a pas vraiment, en tout cas, au gros, des gens souffrent plus que... Le nombre de gens qui souffrent sont plus nombreux que ceux qui en bénéficient. Seulement, donc, raison pour laquelle l'échange et la collaboration l'a aidé. Et là, on revoit aussi dans l'histoire, même en Europe, des conflits comme ça ont existé, mais maintenant, sauf ce qui existe, Ukraine et la Russie, mais on voit qu'au niveau de l'Europe, il y a vraiment la paix avec l'Union européenne. On voit qu'ils ont même pu mettre en commun ce qu'ils ont. Ils ont mis en place l'Union européenne et nous avons la communauté des pays de la région des Grands Lacs qui est là, mais probablement que maintenant, on a du mal à faire fonctionner parce qu'on ne voit pas de nouveaux projets, même ce que Alexis a parlé de ça. Je ne sais pas, probablement que ça ne passe pas dans la CPGN. Même les sièges se trouvent un peu plus loin que par rapport au Burundi. On ne sait pas ce qui... Mais théoriquement, on est vraiment appelé à collaborer, à échanger. Scientifiquement, économiquement, politiquement, même on trouverait des avantages. Parce que je pense même ceux qui sont dans la gestion des affaires politiques ont du mal à gérer souvent les conflits. Malheureusement, on voit que ça se répète. On avait déjà vu au niveau 2015, maintenant il y avait un peu d'accalmie, maintenant ça revient. Comme nous sommes au niveau recherche, on peut se poser la question pourquoi ça revient. C'est comme M. Rémy ce qu'il a dit, c'est le moment les acteurs de la paix devaient beaucoup travailler, beaucoup collaborer. Et côté recherche alors, c'est comme la question que vous me posez, on peut faire des investigations encore plus approfondies pour apporter plus de lumière. Même écrire ou rédiger, pour nous, notre langage, c'est au niveau de rédaction des articles scientifiques, animer des colloques, animer de ceci, ou même
les gens de différentes nationalités seraient appelés à animer des émissions comme ça, des ateliers ensemble, discuter, et voir au moins. Donc là, je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir continuer à collaborer. Pas voir qu'on dépend de l'autre, on aimerait... bon, il y a plus de 50 ans qu'on a l'indépendance, mais on voit qu'on a besoin, rien n'a besoin de l'autre. Et tout en restant dans la dépendance économique de l'un ou de l'autre, est-ce qu'on peut parvenir à gérer des conflits entre les pays membres de la région des Grands Lacs? Parvenir à gérer les conflits, oui, je dirais que oui. Ça, il faut être optimiste. Sinon, par quels moyens? Par quels moyens? C'est la gestion pacifique des conflits. Que les gens puissent dialoguer. Et là, il y a au niveau spécialiste, au niveau chercheur, là, ils peuvent aider à ce que se référant même à ce qui s'est passé ailleurs, dans d'autres pays, comment on peut gérer bien les conflits, sans même éviter, tout en évitant que ça s'aggrave, jusqu'à même à arriver à des conflits armés. Donc, parce que maintenant, on est encore au niveau, ça on devait, c'est comme ce qu'on est en train de faire, pouvoir donner, mais c'est au niveau gestion pacifique des conflits où il faut jongler, où on montrerait qu'on a plus à gagner en collaborant que je dirais, en gardant les conflits. Même question pour vous, Rémi. Est-ce que politiquement, on peut arriver à gérer les conflits entre les trois pays membres de la CPGL si on est économiquement dépendant l'un de l'autre? Moi, je n'accepterais par exemple pas que l'on sépare l'économique du politique parce que c'est lié. Comment? C'est lié parce que maintenant, on a peur. Vous soulevez la question de savoir si maintenant il y a lieu de trouver des solutions durables dans une tension qui est connue. Tout à fait. Mais vous n'avez qu'à inverser la question. Quelle est la cause de cette tension? Est-ce qu'elle est politique? Est-ce qu'elle est économique? Voilà, c'est pour vous dire finalement que tout est lié. C'est l'une qui appelle l'autre finalement. À un certain moment, la tension monte. C'est comme ces deux enfants, lorsque vous les trouvez en train de se chamailler, vous les séparez, après vous leur dites, en fait, de quoi s'agit-il? Et ils oublient justement la cause de ce qui a déclenché leur bagarre. Alors, à vous de voir effectivement. Des fois, nous assistons à des effets, des conséquences du vrai problème, parce que justement, comme nous l'avons dit, les plateformes qui devraient faire à ce qu'on amorce ce qui demain pourrait faire naître des tensions ne sont pas opérationnelles. Je vais dire quoi? Si par exemple, aujourd'hui, il y avait une conférence autour de la liberté de mouvement des biens et personnes au niveau des frontières, là, ça serait le seul point à l'ordre du jour. Mais est-ce que les Burundais pourraient s'asseoir avec les Rwandais sans nécessairement parler de la tension qui est entre nos deux pays? Si aujourd'hui nous devrions avoir une réunion régionale réunissant les Rwandais, les Congolais et les Burundais, même si ça serait sur l'environnement, on ne saurait pas aborder l'environnement si vraiment nous ne commençons pas par les problèmes réels qui font qu'il y ait fermeture des frontières. Donc, tout cadre qui fait que les habitants de nos trois pays se rencontrent, c'est un canal de solution. Parce que, une fois assis ensemble, ils savent ce qui hante leurs esprits. Et ils doivent en parler avant d'aller peut-être traiter d'une question qui serait qualifiée de secondaire ou tertiaire, alors qu'ils connaissent qu'effectivement il y a des problèmes. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que la question est politique, mais lorsque un producteur de tomates
qui a planté, sarclé, fait tout ce qu'il fallait, étant sûr que son marché se trouve de l'autre frontière du Rwanda, et que la frontière lui soit fermée brusquement. Est-ce que vous pensez qu'il va dire qu'il s'agit d'une question économique, politique? Non, ces qualifications ne disent rien chez lui. Nous parlons du producteur qui est en même temps vendeur. Prends l'autre côté, c'est lui qui achète. Qui sait qu'à telle période, il aura 2-3 tonnes de tomates en provenance du Burundi et qui n'en a pas parce qu'il a à fournir. Tout son business s'est bousillé parce que justement la frontière est fermée. Allez lui raconter que c'est politique ou économique, ça ne le concerne pas. Donc, c'est des questions donc, qui, quelque part, sont tellement interconnectées. S'il y a un problème politique, c'est parce qu'il y a d'abord des questions économiques, des questions sociales, des questions de voisinage. Et si les petites questions ne sont pas très bien traitées, là, ça montera. Et on dira seulement que c'est politique parce qu'il s'agit des ministres qui se rencontrent. Et là, alors, on dira que c'est politique. Mais en réalité, si aujourd'hui, les chefs de zone de part et d'autre, je ne sais pas si c'est comme ça que dans d'autres pays s'appelle, mais se rencontrent, assainissent tout ce qui s'appelle cohabitation de nos trois peuples. Nous savons que chacun peut aller et revenir sans difficulté, peut aller vendre et acheter sans difficulté. Est-ce qu'il y aurait des tensions politiques? Est-ce qu'il y aurait des tensions militaires, sécuritaires? Non. Donc, la vie n'est pas compartimentée, c'est une unité. Si on trouve des solutions dans un secteur, on en trouve partout. Mais si un seul souffre, tout le corps souffre. Là, je citerai Saint-Paul, à toi de savoir qui citer, mais c'est pour dire qu'on ne sait pas séparer le politique de l'économique en termes de cohabitation des peuples. Parce que si un seul secteur est malade, tous les autres en souffrent. Alors, selon vous ou à votre avis, cette dépendance économique peut faciliter la gestion des conflits entre les pays des membres de la région des Grands Lacs? Là, c'est une sorte d'interdépendance, mais pas de dépendance. Parce que, voyez-vous, nous avons parlé d'abord de l'énergie. L'énergie nous provient du Congo. Toutes les guerres que j'ai connues, en tout cas à ma connaissance, aucune guerre n'a coupé le tronçon dans ce sens. Si ça a eu lieu, c'est parce qu'il s'agissait d'une guerre burundo-burundaise. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler, mais c'est sur le côté burundi. Mais on ne connaît pas les Rwandais qui un jour ont coupé le canal qui alimente le Burundi. On ne connaît pas les Congolais qui un jour ont coupé le courant pour dire on ne s'est pas très bien compris. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on s'est convenu de travailler ensemble dans ce projet, il y a une législation qui va avec. Il y a des conventions qui ont été signées. Il y a donc ce que l'un ne peut pas faire pour l'autre. Alors, si le Congo se révoltait disant les eaux sont miennes, donc vous n'avez rien à voir avec ça, ça serait autre chose. Mais le problème serait effectivement au niveau de la planification, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Le Burundi a beaucoup à offrir aux autres pays. Je me souviens que président Nkurunziza disait que c'est curieux de savoir que le Burundi donne, c'est une source d'eau à tous les pays voisins, mais il n'en reçoit aucune. Alors ça, c'est une exploitation qui pourrait être faite parce que nous savons que dans la région, on n'a pas de l'eau minérale comme l'eau du Burundi. Et je me souviens qu'à un certain moment, Kinshasa a gagné un marché mondial lors de la Coupe mondiale de l'Afrique du Sud. C'est pour dire que l'eau burundaise est à vendre. Alors pourquoi le Burundi ne promouverait pas cette richesse qui n'est pas donnée à tous les autres pays pour qu'effectivement on sache qu'on ne dérange pas le Burundi parce que si nous le dérangeons, l'on ne vient pas. Je donne cet exemple comme ça, mais il y a d'autres. Donc c'est pour dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas de projet sérieux commun qui ferait que
tous les jeunes Rwandais se sentent à l'aise, par exemple, pour venir se faire inscrire dans les différentes universités burundaises. Et que les jeunes Burundais qui veulent peut-être aller refaire au Rwanda aillent sachant qu'ils partent et reviennent librement. Les Congolais mêmement. Mais maintenant, lorsque justement cela n'est pas fait, nous avons des chômeurs, beaucoup de chômeurs qui sont qualifiés mais qui ne trouvent pas du travail. Alors que nous savons que dans la région, le critère de bilinguisme est une richesse énorme. Mais est-ce que les Burundais sont libres d'aller postuler dans les postes rwandais, congolaises, ougandaises, tanzaniennes? Donc c'est tout ça qu'il faut un peu, je dirais, éclaircir au niveau de la planification des stratégies de développement au niveau de décision. Et si cela est fait, il n'y aurait pas ces problèmes. Rémi Abdalimana, quelles recommandations pour que les jeunes ou les peuples issus des pays des Grands Lacs jouissent des avantages qu'apportent les projets communs? Recommandation, privilégions les projets. Parce que les projets, c'est les sources de production. Et s'il y a production, la majorité des populations est occupée. Et si la majorité est occupée, écoutez, ils auront très peu de temps de lancer des rumeurs ou autre chose, mais ils tiendront beaucoup compte de la sécurité parce que chacun dira « faites tout, mais ne dérangez pas mon business ». Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas de business à défendre, tout le monde se bouscule pour aller faire la guerre. C'est simple. Mais si vraiment il y avait beaucoup à faire, et ce qu'il faut faire ne proviendra pas nécessairement de ceux qui peuvent faire la guerre. C'est ceux qui sont appelés à planifier de le faire. Et il ne faudrait pas qu'ils attendent la fin de la guerre. Parce que probablement que la guerre ne se terminera que lorsqu'il y aura ces projets. Alexis Nimubona, vous êtes chargé de la communication au sein de l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Quelles recommandations pour que les peuples des pays membres de la région des Grands Lacs jouissent pleinement des avantages qu'apportent les projets communs? Je m'adresse aux hommes politiques des trois pays. Donc de choisir la voie de dialogue par rapport aux tensions politiques, aux tensions de conflits armés. De quoi? Premièrement, il faut que donc nos trois nations donc se basent sur même la communauté, cette conférence, la communauté, la CPGL, qui les unit. Les communautés économiques ou bien d'autres formes d'associations qui unissent les pays ne fonctionnaient pas bien. Je ne trouvais pas comment des questions, des troubles sociaux, politiques naissent dans les pays qui composent ces associations, mais on n'entend pas un mot qui provient du secrétariat exécutif, par exemple. Je demanderais que les trois pays qui constituent la région des Grands Lacs privilégient la voie de dialogue par rapport à d'autres moyens de sortie de ces conflits. Une autre chose comme recommandation, c'est de demander aussi aux hommes politiques de ces trois pays de trouver des solutions aux problèmes internes de leur pays. Ma deuxième recommandation, c'est donc de demander aux hommes politiques, aux décideurs politiques de l'un ou de l'autre pays, de trouver une solution aux conflits internes de leur pays, pour donc faire que les peuples trouvent la paix, pour que les peuples de ces pays bénéficient de ces projets. Une autre recommandation, c'est que les peuples de ces pays n'entrent pas dans ces conflits à haut niveau. Monsieur professeur Alexis Banouza, vous faites des recherches sur la paix et la réconciliation dans la région des Grands Lacs. Quelles recommandations pour que les citoyens de la région des Grands Lacs jouissent pleinement des avantages qu'apportent les projets communs? Merci. Pour arriver à avoir plus d'avantages pour les projets communs, d'abord il faut un peu sensibiliser sur l'importance de ces projets. Mais aussi la façon de les mettre en place
il faut que ça soit basé sur des évidences scientifiques. Il faut que ceux qui décident, ceux qui les mettent en place, ceux qui mettent en place ces projets, utilisent ces connaissances. Ici, dans ce qu'on peut appeler le type de recherche-action. Et dernière recommandation, je dirais, il faut essayer de mettre en place plus de projets communs pour que ça affecte plus de personnes. Et là, ça permettrait alors une cohabitation pacifique, de voir vraiment que rien n'a besoin de l'autre, c'est l'interdépendance. Et ces projets communs peuvent être mis en place au haut niveau par les gouvernements, mais aussi par exemple les églises. On connaît le bon Dieu que nous prions ici au Burundi, c'est le même au Congo, c'est le même au Burundi. Si on prend cette dimension, c'est une dimension, ils sont des frères et sœurs. Inutile de se quereller, inutile de faire des conflits, mais plutôt, s'il y a quelque chose qu'on ne s'entend pas, il faut faire recours à la résolution pacifique des conflits, mais aussi les projets peuvent venir de l'académique, les universitaires, les écoles, qu'il y ait collaboration entre ces institutions. La science, ce que nous enseignons ici, c'est ce qu'ils enseignent de l'autre côté. Là, les scientifiques n'ont pas de barrières, les frontières sont... Donc là, il faut vraiment privilégier ce qui nous rassemble, ce qui nous met en commun, au lieu d'accentuer au niveau de ce qui nous divise. Ça serait une bonne chose et pouvoir arriver à la cohabitation pacifique. Merci. Voilà, c'est par ici que nous mettons un peu final à cette émission Mosaïque qui se focalisait sur quel rôle des projets communs dans la gestion des conflits dans la région des Grands Lacs. Ce débat Mosaïque vous a été préparé par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec la Bénévolencia. Nous étions avec 3 invités. Il y a Rémi Avzalimana, coordinateur de la Maison du World d'Espoir. Rémi, merci d'avoir répondu présent. Merci de m'avoir invité. Je remercie les collègues avec qui nous avons échangé, mais aussi ceux qui nous ont suivis. Merci également au professeur Alexis Banouza qui fait des recherches sur la paix et la réconciliation dans la région des Grands Lacs. Merci de votre participation. Merci aussi pour l'invitation et merci aux collègues avec lesquels on a partagé l'échange. On espère que ça ouvre pour des actions concrètes aussi. Merci. Merci à Alexis Nimobona, le chargé de la communication au sein de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, au LUCOM en sigle. Merci Alexis d'avoir répondu présent à cette émission. C'est à moi de vous répondre de l'invitation. Merci. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À la prochaine. Au revoir. Mosaïque. Mosaïque.